Maintenant que nous avons retouché notre photo sur Photoshop, nous allons à présent passer à de l'assemblage sur InDesign et commencer à préparer notre document final. Pour cela, je vous invite déjà à faire un petit tour sur le site de notre imprimeur que nous avons choisi là tout à l'heure pour aller voir déjà la fiche technique. Donc, il suffit de retourner sur ce site-là. Je vous ai dit tout à l'heure que vous aviez accès ici à une petite fiche technique qui va vous donner exactement les dimensions de votre document. Donc on va garder ce document bien en mémoire. Et donc nous allons maintenant lancer tout simplement InDesign. Alors on va retourner dans Applications, ici InDesign, voilà, je vais lancer ici la petite version d'évaluation. Très bien. Voilà. Donc à partir de là, je vais venir ici cliquer sur Créer pour créer un nouveau document. Première chose, dans InDesign, vous arrivez sur cette fenêtre d'accueil qui vous demande exactement la taille de votre document. Donc il va falloir ici être très précis. Voilà, vous pouvez déjà donner un titre à ce document-là. Donc je vais l'appeler par exemple carte postale. Et ici, on retrouve la largeur, la hauteur. Alors, si je retourne sur la fiche technique de tout à l'heure, on s'est dit, ah oui, effectivement, en largeur, il nous faut 210 mm et 105 mm de haut. Donc là, du coup, je reste bien sur 210 en largeur. Par contre, en hauteur, je vais définir ici 105 mm. Automatiquement, InDesign va passer dans un format paysage. Voilà, attention à votre unité, hein, ne choisissez pas n'importe quoi, il ne faut pas choisir des points ou des centimètres ici, on est bien en millimètres. Ensuite, on peut définir un certain nombre de pages. Alors moi, je veux faire un recto verso, donc je vais choisir 2 pages, et j'ai la possibilité de laisser les pages ici en vis-à-vis. On peut également donner des numéros de première page. Alors ça peut être utile si vous faites un assemblage d'un magazine, par exemple, que vous avez scindé en grand nombre de pages. Et si vous voulez travailler à partir de la page 11, vous pouvez ici donner, par exemple, le numéro 11 pour identifier votre première page. On a ici également du coup les colonnes qui peuvent apparaître, des gouttières, et en fait, on retrouve en plus de ça les fameuses marges d'impression. Donc là, on voit que dans les marges, on a ici 12,7 mm de marge, ce qui est quand même énorme. Effectivement, ici sur le site de notre imprimeur, ils nous disent de mettre les textes et images à 1,5 mm du bord. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce type d'imprimeur vont travailler sur des grands rouleaux de papier et tout massicoter en masse. Et du coup, si leur découpe, leur petit massicot se déplace vers l'intérieur, vous risquez d'avoir du texte mordu si celui-ci était beaucoup trop proche du bord. Donc par mesure de sécurité, il faudra vraiment avoir minimum 1,5 mm de marge. Donc là, nous, on est assez large. Je peux mettre une marge, allez, je vais la mettre par exemple à 10 mm, ça me donne 1 cm de marge. Donc là, je suis largement bon. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le fond perdu. Donc le fond perdu, bah là encore, imaginez, hein, votre massicot, au lieu de mordre vers l'intérieur, admettons qu'il bouge un petit peu vers l'extérieur, si vous ne faites pas déborder votre image sur l'extérieur de votre document, vous allez avoir un petit liseré blanc, le blanc du papier, qui risque d'apparaître. Donc, pour éviter ce genre d'incident, les imprimeurs vous recommandent de mettre un certain fond perdu. Généralement, on est sur des valeurs autour de 2 mm. Donc là, ici, je vais choisir 2 mm de fond perdu, et vous voyez ce qui est intéressant, avec ce petit chaînon, on peut uniformiser tous les paramètres, hein. Dès que je change un paramètre, les 4 éléments vont venir changer en même temps. Si je brise ce chaînon, ici, je peux faire une modification sur un seul élément à la fois. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais cliquer ici sur Créer pour générer mon document. Très bien. Voici mon fameux document. Donc là, je suis sur la première page. Si je descends, hop là, j'ai ici ma deuxième page. Donc je remonte sur la première. Et qu'est-ce que je vais y trouver? Déjà, ici en blanc, donc ça, c'est vraiment la découpe totale de mon fameux papier. En rose, violet, ici, ça c'est ce qu'on appelle les marges de sécurité, hein. Donc on a ici 1 cm de marge de sécurité et vous avez en plus de ça 2 mm de fond perdu. Alors le premier objectif pour nous, ça va être déjà d'intégrer notre photographie sur tout l'arrière-plan. Alors comment l'importer? C'est très simple, on va faire ici Fichier, Importer. À partir de là, il va venir nous demander en fait où se trouve notre photo. Donc là, je vais retourner ici sur mon bureau. Je vais choisir par exemple la photo qui s'intitule visuel.jpg que j'ai créé tout à l'heure. Et je vais cliquer ici sur Ouvrir. Voilà. À partir de là,
je vais pouvoir garder le clic appuyé et venir dessiner un cadre d'image qui va se placer pile poil sur ce fameux fond perdu. Alors, quand je lâche le clic, vous voyez là, ici, je ne suis pas bon, donc je peux ici modifier les poignées par les poignées, en fait, la taille de mon document. Donc là, je vais venir, hop, élargir un petit peu cette image, et je peux modifier également sa hauteur. Alors, le problème, c'est que vous voyez, je suis en train de changer la taille de ce petit rectangle bleu qu'on appelle le bloc d'image. Et pour autant, ma photo, elle, ne s'est pas agrandie. Vous voyez, là, j'ai beau ici tirer ça vers la droite, ma photo ne s'agrandit pas. Pourquoi? Parce que dans InDesign, il y a un concept, vous avez des blocs d'image et à l'intérieur de ce bloc d'image, vous avez votre image. Donc là, effectivement, ici, on peut agrandir notre bloc d'image pour bien l'aligner sur notre fond perdu, mais pour autant, ma photo à l'intérieur, elle ne s'est pas agrandie. Si je veux modifier la taille de cette photo, il faut cliquer ici sur ce petit cercle, ou pour ceux qui ont des versions plus anciennes d'InDesign, il faut choisir ici l'outil de sélection directe, et du coup, là, on voit qu'on a maintenant un cadre de sélection de couleur marron, qui correspond en fait à la taille de notre photo. Donc là, je peux ici agrandir ma photo si je le souhaite. Donc en appuyant sur la touche majuscule, je vais pouvoir l'agrandir tout en conservant les proportions. Alors le problème, c'est que c'est pas toujours évident de bien s'aligner proprement comme ça. Alors il y a une solution encore plus simple. Donc je reviens ici, je vais cliquer sur le côté gauche là, pour désélectionner ce que je suis en train de faire. Je reclique sur mon bloc d'image. Voilà, mon bloc d'image est bien sélectionné. Et si je fais un clic droit pour accéder à un menu contextuel, je vais trouver ici une fonctionnalité qui s'appelle ajustement. Et là, j'ai la possibilité de remplir le bloc proportionnellement. Voilà, donc là ici, une fois que j'ai rempli ce fameux bloc, voilà, on voit ici que maintenant ma photo représente bien la totalité hein, de mon document. Voilà, donc quand je clique dedans, vous voyez ici hein, qu'il y a une partie qui est rognée. Bah oui, parce que effectivement, mon bloc d'image est dans des proportions très différentes de ma photo d'origine. Donc là, pour le coup, j'ai une partie du ciel qui va être découpée et une partie ici également des herbes qui étaient au premier plan. Alors, à moi de garder le clic appuyé à l'intérieur pour venir déplacer ma photo à l'intérieur de ce bloc d'image et choisir les éléments qui m'intéressent le plus. Voilà. Donc là, par exemple, je trouve ça pas mal comme ça. Si je veux me rendre compte d'un aperçu, je peux très bien ici faire majuscule W, ce qui va me permettre d'avoir un plein écran et de voir en direct un petit peu plus les choses. Donc les résultats finaux. Si j'appuie sur échappe, je reviens sur InDesign avec voilà, un visuel tout à fait normal. Alors à présent, nous allons en plus de ça ajouter un petit rectangle qui va nous permettre voilà, d'ajouter un petit peu de couleur sur un côté droit. Alors ici par exemple, je vais choisir cet outil, rectangle, voilà, et venir dessiner ce fameux rectangle sur mon document. Voilà, donc je garde le clic appuyé et je viens le dessiner. Le problème c'est que si je fais ça, alors je vais faire commande plus pour zoomer, si je fais ça, le danger que j'ai, c'est quand je vais vouloir, par exemple, sélectionner ce rectangle, au lieu de cliquer pile poil sur le tracé de ce rectangle, je risque, par mégarde, de cliquer sur la photo qui est parfaitement positionnée et de venir la modifier. Donc, pour cela, ce que je vous recommande, je vais supprimer ici ce rectangle, et ce que je vous recommande dans un premier temps, c'est d'utiliser les calques d'InDesign. Donc là, par exemple, ici, je vais choisir sur ce menu droit, dans la fenêtre calque, que vous pouvez également retrouver dans Fenêtres, vous avez la possibilité ici de venir verrouiller ce calque numéro 1, ce calque bleu sur lequel se trouve la photo. Pour le verrouiller, il suffit de cliquer juste à côté de cet œil, vous avez ici la possibilité d'y ajouter un petit verrou. Voilà, donc là maintenant, il est verrouillé, je ne peux absolument plus sélectionner cette photo, elle est protégée, je ne peux pas la déplacer, je ne peux pas la supprimer. Voilà, elle est vraiment verrouillée sur ce calque numéro 1. Je vais créer ici un second calque, le calque numéro 2, et c'est sur ce calque numéro 2 que je vais venir dessiner le rectangle. Donc comme ça, j'aurai vraiment des objets sur des calques différents, dont un calque qui est totalement verrouillé, et je suis sûr de ne plus, par mégarde, modifier ma photo. Donc là, je dessine ce fameux rectangle et je vais pouvoir ici lui donner des couleurs. Donc là, par exemple, on a une couleur de contour. Alors, je vais venir ici supprimer cette couleur de contour.
Alors pour supprimer les couleurs de contour, il suffit de cliquer ici sur 100, voilà, donc là effectivement la couleur de contour est supprimée, et je vais cliquer ici sur cette petite flèche pour cette fois-ci donner une couleur de fond. Donc là par exemple, je peux choisir ce vert, et là je me dis, oula, c'est pas terrible en couleur de fond, il n'y a pas un immense choix. Alors, bien sûr, vous pourriez procéder autrement en passant ici par la fenêtre couleurs. Le problème, c'est que si vous sélectionnez voilà, des couleurs à la volée de cette façon-là, vous n'êtes pas certain de toujours retrouver les mêmes couleurs d'une page à une autre. Donc moi, je vous invite plutôt à travailler avec ce qu'on appelle le nuancier, que vous retrouvez ici et que vous retrouvez également là-haut. Ça, c'est le nuancier. Donc là, par exemple, on a une nuance totalement verte ici qui est apparue, mais vous pouvez à partir de cette nuance créer des nouvelles nuances. Donc là, par exemple, ici, je vais cliquer sur Nouvelle nuance, et vous voyez, il m'a fait une copie de la première. Je peux double-cliquer sur celle-ci, et là, je vais retrouver donc le code colorimétrique CMJN, donc effectivement, hein, la quadrichromie qui est justement appliquée aux images pour l'impression. Et j'ai la possibilité ici de jouer donc sur ces quatre teintes. Donc là, par exemple, de jouer sur le taux en cyan. Le magenta, je vais le mettre par exemple à 0. Je peux jouer également sur le jaune. Et donc je vais venir chercher comme ça une couleur qui me semble vraiment sympa et appropriée voilà, par rapport à ma composition. Par exemple, voilà. Donc là, je vais mettre, allez, je vais mettre, tac, voilà, on va faire un truc très rigoureux, 60% en cyan, 80% en jaune, voilà, et puis par exemple 0% en noir et 0% en magenta. Pour mémoriser cette couleur, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le code colorimétrique, vous pouvez aussi décocher ce petit bouton et puis l'appeler par exemple ici, je vais l'appeler vert pomme. Voilà. Je clique sur OK, pouc, voilà. Et donc j'ai ici, voilà, ma fameuse couleur verte qui est apparue. Alors ce qui est intéressant avec ce nuancier, quel est l'intérêt, c'est que si vous dupliquez, par exemple si j'appuie sur la touche Alt, vous voyez quand j'appuie sur Alt et que je garde le clic appuyé sur un objet, je peux dupliquer cet objet. Donc si je m'amuse à dupliquer cet objet, voilà, je l'ai en 3 exemplaires, je peux à n'importe quel moment venir remodifier cette couleur de nuance, et ici, si je diminue par exemple un petit peu le cyan, voilà, je vais avoir quelque chose de plus jaune, je clique sur OK, et voilà, hop là, les 3 blocs ont changé simultanément de couleur, parce qu'ils utilisent tous la même nuance. Voilà pour ça. Alors, je vais faire un rectangle de sélection qui va toucher ces 2 blocs que nouvellement créés, et je vais tout simplement les effacer. Voilà. Donc ici, j'ai créé mon fameux bloc. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'à ce bloc, comme pour Photoshop, vous avez aussi cette notion d'opacité qui se trouve dans votre barre d'options tout en haut. Donc vous avez la possibilité de rendre ce bloc plus ou moins opaque. Donc là, par exemple, moi je vais le diminuer allez, à 60%. Tac. Voilà, donc là on voit par transparence mes herbes qui apparaissent. Alors ne vous leurrez pas avec ce petit liseré rouge, hein. Ce liseré rouge, c'est juste pour vous indiquer que vous êtes sur le calque rouge. Mais effectivement, si je passe avec majuscule W en vision d'impression, on va dire, donc la présentation, ici, on n'a plus ces lignes rouges, et donc là, on voit bien qu'il n'y aura pas de bordure à apparaître sur ce petit bloc. Voilà. Donc à partir de là, il ne me reste plus qu'à y ajouter, pourquoi pas, un texte. Donc là, je vais mettre par exemple, tac tac tac, on va mettre euh, ici un petit texte. Et, euh, et alors en texte, voilà, je peux y intégrer par exemple, euh, je vais y mettre par exemple, trouver son chemin à travers les tourbières. Allez, voilà. Donc là ici, je viens donc directement taper mon texte, trouver son chemin à travers les tourbières, très bien. Voilà. Je peux à n'importe quel moment, hop, je vais faire un commande plus pour zoomer un petit peu, pour qu'on puisse y voir plus clair. Je peux à n'importe quel moment, bien sûr, appuyer sur Entrée pour renvoyer mon texte à la ligne, et venir ici colorier ce texte de la façon souhaitée. Donc là, on peut donner aussi une couleur de fond à nos lettres, et également des couleurs de contour à chacune des lettres. Voilà. Donc là, moi ici, en l'occurrence, je vais faire simple, je vais prendre cette couleur blanche, et je peux ici choisir une police d'écriture, voilà, donc par exemple comme celle-ci, voilà, directement dans InDesign. Alors,
si vous cherchez des polices, hein, donc vous en avez déjà tout un paquet installé sur votre ordinateur, mais vous pouvez récupérer des polices beaucoup plus originales sur Internet. Ça, c'est tout à fait possible, bon, bien que celle-ci est déjà pas mal. Mais si vous voulez en récupérer d'autres, je vous invite par exemple à faire des petits tours sur des sites comme Dafont. Donc là, je vais retourner sur Google. On va trouver un site web intitulé Dafont. Voilà, je vais venir ici tout simplement cliquer sur police à télécharger. Et à partir de là, je vais retrouver là-dedans toute une série de polices d'écriture que je peux venir installer directement sur mon ordinateur. Donc vous avez ici la petite explication de l'installation de la police. Voilà. Donc sur Windows, il vous suffit de faire un clic droit sur le fichier de police et de cliquer sur Installer. Et sur Mac, il suffira de double-cliquer sur le fichier de police et de choisir le bouton Installer la police. Donc là, par exemple, si je choisis la catégorie rétro, voilà, je vais retrouver ici uniquement des polices d'écriture, voilà, dédiées à ce côté rétro. Vous pouvez faire un test ici avec votre texte. Par exemple, je vais taper Tourbière. Je peux choisir le nombre de polices que je veux afficher par page et je vais faire valider. Et donc là, ici, vous voyez, hein, donc là, on a une police, par exemple, qui ne tolère pas les accents, parce que c'est une police euh, qui a peut-être été réalisée par un anglo-saxon, qui n'a tout simplement pas créé en fait d'accent pour cette typographie. Donc certaines tolèrent les accents et d'autres pas. Donc si vous voulez plus d'options, vous pouvez justement cocher ici le fait de récupérer des polices avec les accents. Donc je vais cliquer ici sur valider, voilà. Et alors bon, tiens, c'est curieux, malgré le filtre, il me fait toujours apparaître celle-ci, mais néanmoins, voilà, on voit bien ici qu'on a majoritairement des polices qui peuvent tolérer en fait des accents qui vont apparaître là-dedans. On va retrouver également ici, par exemple, manuscrit, si je cherche quelque chose de manuscrit, voilà, et je me dis, bah tiens, je vais venir ici choisir une petite typo sympa, voilà. Allez, on peut choisir, allez, tac, 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 on va faire quelque chose d'assez simple. Voilà, on va prendre par exemple la Honeymoon. Voilà, donc ici, je peux venir la télécharger. Vous avez à chaque fois les conditions d'utilisation. Donc s'il s'agit d'une petite carte personnelle pour fêter votre anniversaire, vous pouvez bien sûr l'utiliser, ça ne pose aucun souci. C'est un peu différent si vous commercialisez votre carte. Là, en l'occurrence, vous ne pourrez pas l'utiliser. Voilà, donc là j'ai tout simplement cliqué sur le bouton télécharger, je peux refermer cette fenêtre, celle-ci également d'ailleurs, et je vais venir ici dans mes dossiers de téléchargement, récupérer un fameux dossier intitulé Honeymoon. Donc là, il nous rappelle hein, toujours Personal Use avec ici un fichier texte qui vous explique la licence d'utilisation. Vous avez ici une petite image qui vous montre un petit peu justement comment la police se présentera. Et donc si je veux l'installer sur mon ordinateur, sur Macintosh, il suffit de double-cliquer dessus, et sur Windows, de faire un clic droit et de choisir Installer. Donc je vais faire ici Installer la police. Voilà. Elle s'est installée dans ce qu'on appelle, nous, sur Mac, le livre des polices. Sinon, sur Windows, elle s'installe tout simplement dans le dossier Windows Font. Et donc, à partir de là, ce qui est chouette, c'est que sur InDesign, vous allez pouvoir retrouver ici, dans vos polices, à la lettre H, vous allez retrouver ici la police Honeymoon, qui est déjà installée. Voilà. Alors que bon, sur des logiciels comme Word, PowerPoint, Excel, vous êtes obligé de quitter le logiciel pour le relancer afin qu'il remette à jour tout son livre de police. Voilà. Donc là, ici, ça y est, la police a été téléchargée, est installée et s'applique désormais à mon texte. Voilà. Donc, je peux dézoomer, je peux amener ce cadre de texte par-dessus ce rectangle vert que j'ai créé là tout à l'heure. Et, euh, et ça peut être très sympa. Vous pouvez ici maintenant réduire la taille de ce texte, venir le placer de cette façon. Si vous souhaitez agrandir votre cadre tout en agrandissant le texte, vous pouvez appuyer sur la touche CTRL sur PC et commande sur Mac pour garder le clic appuyé, voilà, et agrandir et réduire en fait votre texte. Alors attention, si vous faites n'importe quoi, vous risquez ici d'écraser, vous voyez là je suis en train d'écraser ma police. Donc en même temps que j'appuie sur CTRL sur PC et commande sur Mac, je garde le doigt appuyé sur Shift, voilà, pour garder ici les proportions. Donc là, par exemple ici, voilà, je vais garder cette proportion de cette façon-là, et venir placer
voilà mon texte bien au centre de cette façon. Très bien. À présent, je peux pourquoi pas, toujours en appuyant sur Alt, venir dupliquer ce bloc de texte, et puis ici, je vais venir taper Mondarré, par exemple, voilà, pour vraiment présenter le lieu. Alors vous voyez, tiens, chose intéressante, on voit que dans cette typographie, malheureusement, l'apostrophe n'existe pas. Voilà, donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc en fonction des typos que vous installez depuis Internet, méfiez-vous, il y en a certaines qui ne sont pas toujours complètes. Il faut savoir que pour créer une typo, en même temps, c'est des choses relativement longues. Ici, je reviens sur ce bouton et je vais pouvoir, là, pourquoi pas, choisir une typographie beaucoup plus simple. Euh, alors, on va prendre, voilà, donc quelque chose de très épuré. Donc, une typo que j'appellerais donc sans sérif. Alors, ce qu'on appelle le sérif, c'est les empattements qu'on peut retrouver sur certaines polices comme le Times, par exemple. Vous voyez, alors si je descends au Times, vous voyez, il y a à chaque fois des petites pattes en bas des lettres, voilà, qui apparaissent. Et donc ça, c'est pas forcément toujours très très lisible. Donc vous pouvez choisir des polices sans empattement euh, pour, euh, pour avoir quelque chose de plus lisible de loin. Alors moi, je vais prendre par exemple, allez, une police, ouais, non, alors pas forcément celle-ci, tac tac tac, on va prendre quelque chose sans empattement, allez, la Helvetica. La Helvetica, c'est une police très classique. Voilà, donc là, ici, je peux modifier la taille de cette typo, voilà, et venir placer, hop, ce texte directement ici, quoi. Voilà. Bon, j'aurais pu prendre quelque chose d'un peu plus sexy que la Helvetica, alors je vais quand même faire une petite recherche rapide dans celles qui sont déjà présentes. Je pourrais aussi m'orienter sur Dafont. Voilà. Allez, celle-ci me semble pas mal. Voilà. Donc là, hop, mon d'arrêt, très bien. Voilà, je vais venir ici réduire le cadre du texte. Attention, si votre cadre de texte est trop petit, vous voyez ce qui va se passer? C'est que sur InDesign, il ne va pas afficher la suite du texte. Et du coup, vous avez ce qu'on appelle ici une erreur qui apparaît. Surtout, on ne lance rien à la pression tant qu'on a une erreur apparue ici. Donc d'ailleurs, vous pouvez à n'importe quel moment double-cliquer sur cette fameuse erreur pour voir en fait d'où l'erreur provient. Donc ça va ouvrir ici ce qu'on appelle le panneau de contrôle en amont. Et donc ici, il va m'indiquer voilà, qu'effectivement, dans un bloc de texte, il y a du texte en excès, et il est capable même de m'envoyer sur la bonne page et sur le bon bloc pour me montrer d'où vient le problème. Donc là, ici, je peux agrandir ce bloc de texte pour corriger cette fameuse erreur. Très bien. Voilà qui est fait. Hop, je vais réduire un petit peu ceci. Voilà, impeccable. À partir de là, je peux pourquoi pas aller dessiner un petit filet, donc ce qu'on appelle un filet, c'est tout simplement un trait. Voilà, je vais venir ici dessiner un petit trait. Alors pour le faire bien à l'horizontale, je garde le clic appuyé, et vous voyez, je peux partir un peu en cacahuète comme ça. Donc du coup, pour être bien à l'horizontale, appuyez sur majuscule, ça va venir verrouiller votre tracé. Voilà. Donc là, mon tracé est bien verrouillé. Je peux lui donner une couleur de contour blanc. Voilà. Et je vais venir ici placer ce tracé, voilà, juste sous mon texte, et je peux l'agrandir en tirant sur les fameuses poignées. Voilà. Alors ce qui est intéressant après, c'est que ce contour, hein, vous pouvez le transformer, vous pouvez faire des doubles traits, des hachures, etc. à partir de ce petit menu là-haut. Et vous pouvez ici choisir une taille également de tracé. Donc là, je vais mettre par exemple 0,5 points. Donc là, je vais avoir un trait extrêmement fin assez distingué qui va être apparent. Donc là, si je fais majuscule W, hop, vous voyez, voilà ce que ça me donne pour le moment. Alors peut-être améliorer un peu les choses. Hop, ici, je peux pourquoi pas centrer mon texte. Hop, voilà, c'est peut-être un peu plus sympa. Voilà, ici, je vais le laisser de cette façon-là. Je vais m'arranger pour que le E soit à peu près aligné avec justement la fin de cette lettre S. Voilà, très bien. Hop, impeccable. Donc là, ici, tac. Voilà, on va corriger un petit peu tout ça. Voilà, là c'est très propre. Et voilà. Donc là, du coup, ça y est, j'ai déjà réalisé le premier recto en fait de ma fameuse carte postale. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour préparer cette fois-ci la partie
verso de cette même carte postale, toujours sur InDesign.